Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire, on l'appelle l'analyse prédictive des réseaux sociaux, elle est en plein boom. Comment la Social Media Intelligence permet d'anticiper les tendances, comment les marques l'utilisent aujourd'hui. Réponse juste après ces titres. Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir, gros plan aujourd'hui sur la nouvelle économie créatrice, celle des influenceurs et des créateurs de contenu, toujours sur les médias sociaux. Dans Smart Connect, vous découvrirez MCADOR, ou quand l'intelligence artificielle permet d'automatiser des tâches d'inspection visuelle. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va fêter à notre façon la réouverture des commerces en visitant les magasins du futur, forcément connectés et tactiles. Mais d'abord, on flaire les tendances de demain sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans le futur. On plonge dans l'analyse prédictive des réseaux sociaux avec mes invités. Bonjour Aurélie David. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-présidente Data Consulting de Bloom Social Analytics. Et puis avec nous en visioconférence, Lionel Kaplan, bonjour, fondateur de Mediatrium France, agence spécialisée en communication digitale. Peut-être pour commencer Aurélie David, une définition tout simplement, c'est le métier de Bloom, la Social Media Intelligence, c'est quoi ? Alors, c'est l'analyse des opinions et des tendances sur les réseaux sociaux. Donc, on va collecter toutes les conversations publiques, j'insiste, puisqu'on est encadré par le droit en Europe et dans le monde. Donc, toutes les conversations publiques sur un sujet, sur une marque, sur un secteur. Et on va donc identifier des signaux forts et des signaux faibles. On parle d'une analyse qualitative, prédictive et stratégique. Alors, c'est évidemment le prédictif qui m'intrigue. Comment vous pouvez anticiper ces tendances ? Oui, alors, nous, on parle moyennement de prédiction. On parle justement d'anticipation plutôt, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un reflet de la société. Donc ils ont aussi, comme la société, un aspect chaotique, donc avec parfois des sujets qui vont s'envoler à la lumière d'un événement ou d'une déclaration. Donald Trump était assez fort pour créer comme ça le chaos sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va en gros détacher ce qui est du bruit de fond, donc ce qui est de la conversation de fond, qui anime vraiment les communautés, de ce qui est du bruit. Donc il y a des bruits qui ont du sens, signifiants, et il y a des bruits qui sont uniquement des bruits qu'on va traiter comme tels, donc qui sont dus, encore une fois, à un épiphénomène qui ne crée pas de tendance. Voilà, donc nous, on est dans l'anticipation. Lionel Kaplan, on parle aussi de social listening. Vous le pratiquez aussi, vous, chez Mediatrium France. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil ? Oui, tout à fait. Le social listening, ça va tout à fait dans cette optique-là. C'est le fait, en fait, de regarder un petit peu les conversations qui se font autour d'un sujet ou d'une marque ou d'une personnalité même. On parle parfois aussi même de monitoring. Donc, on va utiliser des outils, des logiciels en ligne pour capter les conversations, les commentaires d'internautes, que ce soit sur des plateformes sociales, des forums, un petit peu partout sur Internet. Donc, effectivement, comme ça a été dit, des conversations publiques pour les analyser et pour savoir déjà quelles sont les thématiques abordées. Est-ce que c'est plutôt positif, négatif, un peu des deux? Et à partir de là, on va pouvoir aussi établir la réputation en ligne d'une marque, d'une personnalité ou même d'un sujet, savoir un petit peu ce qui se dit sur le sujet. Donc ça marche comment, Lionel Kaplan? Tout simplement à partir de mots-clés qui sont identifiés. Quelle est la part d'intelligence artificielle dans la mécanique dont vous venez de parler? Alors effectivement, ça marche en fait comme des moteurs de recherche, c'est-à-dire que vous allez mettre, comme vous l'avez indiqué, des mots-clés, différents mots-clés. Alors le souci, c'est que parfois vous allez avoir un mot-clé qui va correspondre à plusieurs définitions, voire à une marque et une définition. Je vous donne un exemple très simple, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques. Allez-y. Allons-y, donc Orange, la marque que vous connaissez tous, bon, c'est aussi une couleur. Donc si vous mettez dans le moteur de recherche Orange, forcément vous allez tomber sur des conversations qui vont parler de la couleur orange, mais aussi de la marque. Ou encore avocat, ça peut être le fruit ou ça peut être la profession. Donc du coup, il va falloir d'une part, donc il y a l'intelligence artificielle qui va essayer un petit peu, selon les mots qui sont autour du mot-clé qu'on recherche,
l'intelligence artificielle va essayer un petit peu de nettoyer justement tout le bruit qui ne correspond pas au sujet que l'on recherche. Donc ça, c'est l'outil qui va faire ça via son intelligence artificielle. Mais nous, on recommande toujours d'avoir quand même une part humaine qui va déterminer si effectivement la conversation correspond vraiment à notre sujet ou pas, et qui va aussi corriger ce que l'intelligence artificielle n'arrive pas forcément à faire, c'est-à-dire parfois, lorsque c'est un peu ambigu, lorsque c'est ironique, ou lorsque, par exemple, je sais pas, je parle d'un restaurant et je vais dire le service est formidable, mais par contre la qualité du repas a été très mauvaise. Là, on a deux sensibilités, négatives et positives. Et donc parfois, ça va être l'humain, ça va être une personne qui va réussir à déterminer si il faut classer dans positif, négatif, ou dans telle ou telle thématique. Ouais. Aurélie David, comment vous utilisez justement cette intelligence artificielle? Parce que l'une des promesses de Bloom, c'est d'analyser plus de données que les autres. Donc forcément, la machine, elle est là pour ça. Plus de données pertinentes. Oui. Parce que plus... Voilà. Oui. Oui, alors comme le disait Lionel, on part de mots-clés au départ, mais notre technologie, par inférence sociale, va aller chercher des contenus qui ne comportent pas ces mots-clés. Un exemple très simple, une marque poste une publication, les utilisateurs, les clients, les fans répondent et ne citent pas la marque. Un outil simple, comme il fonctionne comme un moteur de recherche, ne va pas prendre les commentaires. Et nous, notre technologie va comprendre qu'il y a un hypertexte en l'occurrence, un lien hypertexte entre la publication et les commentaires. Donc ça veut dire qu'on va avoir effectivement un corpus de conversation beaucoup plus étendu et que surtout, au-delà de plus, etc., c'est mieux. Parce qu'en fait, finalement, quand on intègre des mots-clés, on trouve ce qu'on cherche. Voilà. Et on est dans cette fameuse bulle dans laquelle on est tous un petit peu. Mais donc, notre technologie d'inférence va nous permettre de découvrir, et vous parliez de prédiction ou d'anticipation tout à l'heure, justement de découvrir des signaux faibles et des sujets qu'on ne cherchait pas. Sinon, on est enfermé finalement dans une problématique avec son client. Et l'humain, il intervient à quel moment? L'humain intervient bien évidemment. Donc nous, on va remonter, nos algorithmes vont remonter toutes ces données et nous signifier celles qui ont le plus de chances de faire sens et celles qui ont le plus de chances de faire du bruit. Mais c'est l'humain qui va décider finalement. Donc la machine va proposer, va nous dire dans le cas d'Orange par exemple, voilà, là c'est trop associé à une couleur, tu devrais l'exclure. Mais finalement, si on n'a pas envie de l'exclure, c'est l'humain qui décide. Donc c'est toujours l'humain qui a le dernier mot en effet. Et ensuite, il y a ce que vous en faites. J'imagine, je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre, je commence avec vous Aurélie David, que ensuite vous adaptez les campagnes à chaque réseau social. C'est-à-dire on va pas proposer évidemment la même campagne, je ne sais pas, sur Facebook ou sur Instagram, quoi. Bien sûr, parce que de toute façon, alors déjà il y a des modes d'interaction différents, il y a des formats différents, et puis il y a aussi des communautés différentes, très différentes. Nous, vraiment notre unité d'analyse, c'est la communauté. Donc on regarde les communautés des marques, les communautés autour des secteurs, et donc il y a des communautés qui ont des affinités, des modes d'interaction et des sujets de prédilection très différents en fonction des réseaux sociaux. Donc on va s'adapter bien évidemment à tout ça pour que le message de la marque ou de l'institution passe le mieux possible et soit le mieux compris possible. Lionel, même question et peut-être avec une incidente. Est-ce qu'il y a des marques qui sont plus fortes sur certains réseaux sociaux et moins sur d'autres? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne saurais pas vous dire quelle marque, parce que chaque marque a ses outils, a ses agences et a ses community managers ou ses social listeners. Mais en fait, on remarque que de plus en plus, les marques ont besoin d'analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux et pas uniquement dans leur communauté, mais aussi notamment sur Twitter, dans l'ensemble du réseau social. Twitter, c'est un exemple vraiment important. On a récemment une marque d'eau minérale qui a été un petit peu instrumentalisée par des médias et des politiques, et elle s'est retrouvée un petit peu dans une polémique autour d'une fête religieuse en fait, alors qu'au départ il n'y avait pas vraiment de polémique, sauf que ça a été monté en épingle. Et en fait, les outils de social listening permettent de savoir d'où vient la polémique. Et donc, du coup, de prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on doit réagir ou pas? Est-ce qu'on doit s'excuser ou pas? Est-ce qu'on a instrumentalisé ou pas? Donc, c'est de plus en plus important aujourd'hui de vraiment vérifier d'où viennent les sources
qui sont les détracteurs et qui sont au contraire les ambassadeurs de la marque. Ça veut dire que c'est un outil de communication de crise aussi, Lionel Kaplan. Alors voilà, là c'est tout à fait l'exemple que je vous ai donné, c'était important d'être outillé avec du social listening parce que c'était vraiment un cas de communication de crise. Il y a une autre marque, un grand magasin de sport aussi, qui a été un petit peu, il y a quelques temps, impliqué dans une polémique du même genre et qui, du coup, a dû gérer cette crise avec son community manager ou ses community managers pour savoir quoi répondre et quelle position prendre vis-à-vis non seulement de sa propre communauté, mais aussi vis-à-vis des médias et vis-à-vis de Twitter, des personnes qui sont sur Twitter. Aurélie, David, est-ce qu'on on va parler des images maintenant. La chronique qui suit sur les placements, les secteurs d'avenir sera justement sur ce qu'on appelle la créateur économie et donc les producteurs de contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est aussi un moyen, les outils, l'intelligence artificielle tels que vous l'utilisez, de détecter les tendances en matière de création, justement, et peut-être de les utiliser ensuite pour les marques que vous conseillez? Bien sûr. Effectivement, on ne regarde jamais uniquement la communauté d'une marque au sens les abonnés de son compte. On regarde la perception globale, donc tout ce qu'on appelle, nous, la conversation spontanée autour de cette marque. Et au-delà, justement, et pour accompagner cette tendance et pour répondre à des crises, on regarde le secteur. On ne regarde jamais uniquement la marque. Donc, on regarde son secteur. Ça peut être même large, ça peut être des secteurs concurrents. Et c'est là qu'on voit émerger, justement, les tendances de consommation. Donc, aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est homegrown, donc, par exemple, dans tout ce qui est alimentaire, les gens qui ont des potagers, même un petit bout de balcon. Donc, on a détecté ça bien en avance de phase. C'est un signal faible qu'on communique avec nos clients pour, justement, qu'ils aient une bonne compréhension de leurs consommateurs et de ce qui se joue, même si l'action ne s'en suit pas tout de suite, parce que quand c'est un signal faible, ce n'est pas forcément une priorité pour la marque, mais en tout cas, oui. Et donc, on a travaillé avec des marques de mode, des marques de luxe sur ces sujets-là, notamment sur les jeux vidéo qui sont devenus un vecteur vraiment, dans les 6 mois passés, un vecteur très important pour des grandes marques de luxe. Est-ce qu'il y a des nouveaux réseaux sociaux là, qui émergent depuis quelques mois et que vous avez intégrés à vos outils? Il y a TikTok qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui a une croissance incroyable, puisqu'ils sont passés en juin 2019 de 4 millions à aujourd'hui plus de 11 millions. Donc, c'est équivalent à Twitter. Twitter, c'est 12 millions. YouTube, c'est 49 millions en France. Donc, YouTube est vraiment colossal. On analyse YouTube aussi, bien sûr. Donc oui, il y a TikTok. Et ce qui est intéressant avec ce nouveau réseau social, c'est qu'on a longtemps pensé, les marques y compris, que c'était un réseau social d'adolescents et d'adolescentes. Et aujourd'hui, on voit notamment dans le conflit israélo-palestinien qu'il a servi énormément de vecteur à la mobilisation et à l'information. Donc il est en train de se transformer. Les politiques s'en emparent aussi, et les marques. Donc on intègre bien évidemment. Alors on fait des choix. Nous, comme on a choisi d'intégrer la donnée de manière très profonde, donc d'aller chercher toutes les conversations, on ne va pas être de manière horizontale sur tous les réseaux. Par contre, on choisit ceux qui ont beaucoup de sens pour nos clients. Mais Lionel Kaplan, je rebondis sur ce que vient de dire Aurélie David, sur quand un réseau social, là en l'occurrence TikTok, commence à être réutilisé par soit des journalistes des médias traditionnels, soit des politiques, etc., ça veut dire que les ados, ils vont aller en chercher un autre, non? C'est pas ce qui se passe à chaque fois? Vous voulez dire qu'ils vont changer de réseau social parce que les journalistes parce que si leurs parents sont sur leurs réseaux sociaux, ils veulent plus, ils vont changer de réseau. C'est ce qui s'est passé effectivement avec Facebook, c'est-à-dire que Facebook a un petit peu vieilli, l'audience de Facebook a vieilli et là on est plus autour des 40 ans et plus, alors que les jeunes sont allés d'abord sur Instagram et puis ensuite Snapchat et TikTok actuellement. Il y a aussi Clubhouse dans le réseau social vocal qui a un petit peu émergé en début d'année, mais là c'est en train de se tasser et où beaucoup d'étudiants en fait s'y sont retrouvés. Donc c'est vrai, ils ont tendance à fuir et aller sur d'autres réseaux sociaux,
Le problème de ces réseaux sociaux qui sont plus multimédia qu'écrits, c'est que c'est beaucoup plus difficile de les écouter. Snapchat en particulier, parce que c'est souvent des conversations privées, donc on ne peut pas les écouter, et tant mieux. Et TikTok, parce que c'est essentiellement de la vidéo. Donc ça devient beaucoup plus difficile à scanner. Et c'est plus facile, effectivement, de scanner un Twitter ou un Facebook qu'un réseau social sur mobile, et en plus, qui plus est, vidéo. Donc ça veut dire, Lionel Kaplan, que l'analyse de l'image, l'analyse d'une vidéo, pour l'instant, c'est un peu la limite, ou ce sur quoi, justement, vous travaillez pour améliorer encore ces outils de social listening ? Alors nous, on n'est pas techniciens, donc ça va être les outils eux-mêmes qui vont travailler là-dessus et qui travaillent déjà là-dessus. Nous, on ne fait qu'utiliser les outils qui vont effectivement faire du social listening. Mais bon, quand on voit par exemple que Google arrive à référencer des vidéos et à analyser les textes qui peuvent défiler dessus, ou les images, on a la reconnaissance faciale aussi, la reconnaissance vocale. Donc toutes ces technologies d'intelligence artificielle, ou plus ou moins d'intelligence artificielle, vont permettre effectivement de mieux analyser ce qui se passe dans les vidéos ou dans les podcasts ou les fichiers audio, mais ça demande beaucoup plus de ressources, que ce soit en termes de bande passante ou de technologie. Alors effectivement, Aurélie David, l'analyse de l'image, c'est un peu la limite ou la prochaine étape ? Oui, c'est la prochaine étape. Alors, autour de l'image, il y a beaucoup de données. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des métadatas, et donc il y a des titres, il y a des commentaires, des chapeaux, etc. Donc il y a déjà beaucoup de données qu'on utilise, nous, pour YouTube par exemple, mais là on est en prototype, on finalise le prototype TikTok, donc on aura quand même de la donnée. Et oui, et après il y a des spécialistes effectivement comme Google qui le font très bien. Donc oui, c'est la prochaine étape, clairement. L'intelligence artificielle, on peut aussi dire que ça permet à l'un et l'autre, aux agences, de se concentrer sur, ou à vos clients, de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la créativité. Absolument, tout à fait. Est-ce que vous ressentez ça ? On ressent ça, on ressent aussi effectivement, alors là où c'est vraiment un outil très fin, c'est qu'en fait, il faut sortir le bon insight. Parce qu'il suffit pas, enfin on peut, la data c'est infini, on peut multiplier les reporting, les monitoring dans tous les sens. Mais ça peut être aussi comment je peux dire ça ? Un outil de feignant, quoi. C'est-à-dire on se repose sur la data et puis on la laisse faire le travail et donner les solutions. Alors c'est pas un outil de feignant parce que justement il faut vraiment y aller pour comprendre et pour en sortir le meilleur insight pour justement libérer la créativité. En effet. Alors il nous reste 1 minute 30. Je voudrais, Lionel Kaplan, parce que vous l'avez un tout petit peu évoqué, mais l'un et l'autre, la question de la loi du RGPD, comment vous conciliez l'analyse prédictive avec le respect de ces textes, Lionel Kaplan? Alors ça, c'est tout l'enjeu des prochains mois, des prochaines années, c'est que la RGPD a un petit peu compliqué la vie, on va dire, de tous les communicants. Pour le moment, de toute façon, bien sûr, on suit un petit peu les règles. Il n'y a aucune donnée que l'on conserve, en tout cas, aucune donnée que les données qu'on scanne, en fait, comme Aurélie l'a dit en début de conversation, ce sont des données de toute façon publiques, donc que les gens ont volontairement mis sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de problème vis-à-vis de la RGPD. Par contre, effectivement, ensuite, il y a un problème de conservation et surtout d'individualisation. Nous, on ne fait qu'analyser les données au global. On ne va pas dire que c'est un tel ou un tel qui a dit ça, on va dire que globalement, le consommateur pense du bien ou du mal de cette marque ou pense telle ou telle chose à propos de cet événement. Donc du coup, on ne va pas individualiser les propos et ça c'est essentiel pour être conforme à la RGPD. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe donc à Smart Money, on va rester, je le disais, sur le thème dans l'univers des réseaux sociaux avec les créateurs de contenu. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.
Smart Money, notre chronique sur les placements et les secteurs d'avenir avec David Derry. Bonjour David. Bonjour. Heureux de vous retrouver, analyste de marché chez eToro. On va donc parler ensemble de la Creator Economy. De quoi s'agit-il ? Justement, il y a quelques semaines, on avait parlé de la gig economy, Oui. donc l'économie à la tâche. Et la Creator Economy, c'est donc un sous-secteur de la gig economy. Donc on pourrait le traduire par économie des créateurs en français. Et ça consiste en quoi en fait? C'est toutes les personnes qui vont créer du contenu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc ça peut être aussi un blog, une newsletter ou ce genre de choses, et qui vont gagner un revenu grâce à ça. Donc c'est ça ce qu'on appelle la Creator Economy. Et aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, notamment avec l'arrivée de la monétisation sur les réseaux sociaux. Et ça représente quel marché, justement, aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est un marché de 50 millions de personnes. Donc le marketing d'influence, en termes de chiffres, en 2020, c'était 8 milliards. Ouais. En 2022, ça devrait représenter de 15 milliards. Donc c'est quand même presque le double de la taille actuelle. Et il y a 50 millions donc, de personnes qui sont considérées des travailleurs de la Creator Economy. Ouais. Il y a 47 millions de particuliers et il y a 3 millions justement de professionnels. Ce qui est intéressant de constater, c'est que sur les 3 millions de professionnels, la majorité utilisent YouTube comme source de revenus pour créer du contenu, alors que pour les amateurs, c'est plus Instagram qui est la source principale. Et ensuite, on voit que Twitch, en général, est la troisième plateforme pour la création de contenu. Donc le podium, c'est YouTube en 1, Instagram en 2 et Twitch en 3. Comment investir sur ce marché ? Quels conseils vous pouvez donner ? Alors, on vient d'évoquer YouTube et ce genre de choses. Donc, Oui. les GAFAM sont très présents. Hein. Google avec YouTube, Amazon avec Twitch, même Apple avec notamment l'Apple Music, l'Apple Store. Donc, si on peut investir directement en investissant dans les GAFAM. Un autre moyen pour investir dans la Creator Economy, ce serait directement d'investir sur Twitter, par exemple. Hein. Alors, Twitter, on le réseau social Twitter, mais ils ont aussi investi notamment dans Revue, qui est un outil qui permet en fait d'envoyer des newsletters à ses followers Twitter, mais aussi sur Medium, qui permet à tous de créer un blog sans avoir besoin de coder. Ensuite, pour les personnes qui sont intéressées pour investir dans la Creator Economy, ils peuvent aussi investir dans Snapchat, qui est un des principaux acteurs de ce domaine, ou sinon sur Spotify, pour ceux qui préfèrent par exemple soutenir les créateurs de contenu audio plutôt que les créateurs de contenu vidéo, ou même par exemple pour ceux qui sont intéressés par l'industrie du jeu vidéo, ils peuvent investir dans Roblox, sur lesquels les gens peuvent créer eux-mêmes leurs jeux vidéo et donc leur contenu. Donc il y a beaucoup de petites entreprises aussi, hein, c'est ce que vous disiez, puisqu'on est dans un univers d'indépendants et de créateurs multiples, c'est ça ? Exactement, c'est un univers qui est tout nouveau. Hein. Par exemple, on parlait de YouTube, Facebook, ça a une quinzaine d'années maintenant. Donc on en est vraiment au début. On a vu maintenant, il y a à peu près 5 ans, la monétisation arriver sur les réseaux. Et on voit aujourd'hui, justement, qu'en plus d'être des créateurs de contenu, ils deviennent aujourd'hui les gens qui travaillent dans la Creator Economy, des vrais chefs d'entreprise. Donc ils essayent aussi de trouver d'autres moyens pour monétiser leur contenu, hein, en plus de la publicité. Donc on peut penser par exemple au sponsoring, à la création d'un e-shop ou ce genre de choses. Mais on voit que c'est vraiment des questions très importantes pour les créateurs de contenu. Oui, d'être un peu moins en dépendance vis-à-vis de la plateforme qui les héberge, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant de constater sur ce secteur, c'est que même si c'est tout nouveau, aujourd'hui, d'après une récente étude, il y a plus d'un tiers justement des enfants américains qui préféraient devenir youtubeurs ou qui souhaiteraient devenir youtubeurs, et comparé à 11% qui souhaiteraient devenir astronautes. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui attire de plus en plus de monde, et donc ça devrait continuer à se développer d'ici les prochaines années. Oui, effectivement, c'est un bon indicateur du développement futur de la Creator Economy, on pourrait dire la nouvelle économie créative, parce qu'il y a déjà une économie créative avec voilà, tout le business du cinéma, du théâtre, des jeux vidéo, etc. Donc moi je l'appellerais la nouvelle économie créative. Merci beaucoup David Derry, je rappelle que vous êtes analyste de marché chez eToro. On passe à Smart Connect. Tout de suite, les mutations du e-commerce. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
Smart Connect, notre rubrique consacrée donc aux mutations du e-commerce avec aujourd'hui Rodolphe Vogt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de MCADOR. On va parler de caméras intelligentes. Vous l'avez créé quand cette entreprise? Puis avec quelle idée? C'est exactement ça. En 2014, en sortant des études, en fait, on avait l'idée de faire un essaim de drone qui serait utile puisqu'il aurait des caméras intelligentes pour repérer plein de choses. Et au final, on a essayé de commercialiser cette idée. Puis on a rencontré plein de clients qui étaient surtout intéressés par les caméras intelligentes pour les installer dans l'usine ou dehors pour surveiller des choses, compter des objets. Et en fait, on a complètement laissé de côté le drone pour pouvoir justement se concentrer sur ces caméras intelligentes qui pouvaient automatiser des tâches d'inspection visuelle. Alors, comment elle fonctionne? Il y a forcément de l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne? C'est ça. Alors, c'est vraiment une caméra industrielle sur laquelle on va mettre de l'intelligence artificielle, donc de la vision par ordinateur, pour venir pouvoir les entraîner à détecter donc des personnes, des objets, des défauts sur des pièces, sur des lignes de production ou des choses comme ça. Donc on est dans la technologie qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire que les machines, les ordinateurs apprennent de leurs erreurs, c'est ça? Alors c'est ça, nous on joue sur deux tableaux. Donc le deep learning, voilà, on va dire c'est l'intelligence artificielle standard pour repérer des choses, et on fait aussi de l'IA symbolique, dont l'intelligence artificielle symbolique. Ça veut dire quoi ça? Alors justement nous, comme on travaille beaucoup sur des applications industrielles, on a besoin d'un très haut taux de fiabilité. On ne peut pas faire juste un gadget qui détecte de temps en temps quelque chose. Donc l'idée, c'est d'avoir un système qui est vraiment capable de savoir quand il se trompe ou pas. Et donc c'est là où on utilise des systèmes un peu différents du deep learning. Elle remplace l'œil humain. Alors, est-ce que c'était des tâches qui étaient faites par des humains auparavant ou est-ce qu'elle devient complémentaire d'un œil humain? Alors soit on assiste l'œil humain, soit on le remplace complètement. L'idée, c'est que l'opérateur, en général, il a plein de choses à faire en plus de l'inspection. Et nous, c'est cette partie-là de son travail qu'on vient automatiser. D'accord. Dans quel secteur vous travaillez? Qui sont vos clients? Alors, par exemple, pour donner un cas concret, on travaille avec Cdiscount. Donc voilà, ils ont leurs opérateurs qui doivent effectuer des inventaires. Donc, ils doivent stopper pendant un moment la production pour regarder où sont les palettes, les compter, etc. Nous, on va installer nos caméras intelligentes sur leurs chariots. Et nos caméras vont, pendant que les chariots se déplacent, vont compter, détecter où sont les palettes, où sont les produits, pour que l'inventaire soit fait de manière automatique et perpétuelle. Et ça permet aux opérateurs de se concentrer sur d'autres types de tâches. Vous le disiez, vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce qu'il y a certains secteurs qui sont des secteurs parfaitement, enfin même beaucoup plus sensibles encore, et où il faut que la caméra fasse du 100%. C'est ça. On travaille notamment dans le domaine du satellite ou de l'aéronautique. Et donc là, quand on cherche des défauts sur des moteurs d'avion ou sur des satellites de télécommunication, l'erreur, elle n'est pas forcément permise, et il faut vraiment avoir un système dans lequel les opérateurs ont confiance. Alors justement, vous avez développé ce qu'on appelle la small data. C'est quoi la small data? Alors le small data, comme on l'appelle, c'est la capacité d'entraîner les caméras avec peu de données. Puisque tous ces systèmes à base d'intelligence artificielle, on les nourrit avec des images qu'on annote, et le système fait « Ah ok, bon, on m'a montré 10 images de ce type de défaut, maintenant je sais le reconnaître ». Or, vous êtes souvent confronté, pardon de vous interrompre, mais à des secteurs qui, par définition, multiplient pas les erreurs. Ils étaient déjà relativement fiables avant que vous arriviez. En particulier dans l'aéronautique, ils produisent très très peu de défauts sur leur moteur d'avion, c'est une bonne chose. Heureusement. Mais du coup, c'est très difficile d'entraîner des systèmes avec ça. Et donc dans l'industrie, c'est en général toujours le cas. Il y a très peu de défauts, c'est toujours moins d'1%, mais c'est justement ce qu'on cherche à détecter. Donc nous, avec la technologie qu'on a développée de Small Data, on arrive justement à entraîner nos systèmes sur des petits ensembles d'échantillons. Vos caméras, elles peuvent filmer dans l'espace public. Comment vous respectez la RGPD? Alors du coup, nos caméras, elles anonymisent toute information sur les personnes. Donc dès qu'il y a des personnes, elles sont complètement retirées de l'image. Elles sont floutées. Alors c'est encore plus que flouté, c'est complètement masqué. Donc, dès qu'il y a une personne, vu qu'on doit filmer dans des espaces où il y a des salariés, on est obligé de se conformer à cette réglementation. J'ai vu parmi vos clients qu'il y avait par exemple la Poste ou la SNCF. Qu'est-ce que vous faites pour la Poste, tiens, par exemple? Alors, pour la Poste, c'est un sujet particulier, on ne peut pas forcément en parler, mais par exemple pour la SNCF, c'est un de nos plus gros clients, où justement on a des caméras qui sont dans des postes d'aiguillage et qui vont aider à analyser la circulation, typiquement. Et on fait ça depuis sur une quinzaine de gares aujourd'hui avec la SNCF. C'est quoi, en quelques mots, pour conclure, l'avenir? Comment vous voyez la suite pour MCADOR? Alors nous, on a déjà déployé 200 caméras intelligentes, donc majoritairement en France, en Pologne, en Espagne et au Canada. Et l'idée, c'est d'arriver à 1000 caméras intelligentes d'ici 1 ou 2 ans.
et de continuer un déploiement massif sur plein d'applications diverses dans l'industrie. Et technologiquement, ça suppose quoi? De simplifier peut-être l'utilisation des caméras aussi? C'est ça, il faut que nos clients ils puissent les utiliser par eux-mêmes et assez facilement. Donc au début, c'est nous qui nous occupions de tout, et on arrive de plus en plus vers un modèle où on envoie la caméra, et c'est nos clients qui commencent juste à la configurer. Merci, merci Rodolphe Vogt. Bon vent à MKDOR. On marque une petite pause avec des réclames de 2021, et puis on se retrouve dans le futur. Restez avec nous sur Bismart, évidemment. La seconde partie de Smart Future consacrée, comme chaque semaine, à la ville intelligente. Dans la prochaine demi-heure, on va découvrir comment l'analyse des données permet aux villes d'optimiser leur réseau de transport public. Guillaume Gibault, le cofondateur de CityO, sera mon invité. Tout à l'heure, avec la chronique d'Olivia Hierret-Daubré, on va découvrir ce nouveau magasin connecté ouvert par Nike dans la ville chinoise de Guangzhou, avec une promesse de shopping ultra personnalisé, puisque le débat de Smart City est consacré au magasin du futur. C'est parti. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Bienvenue dans Smart City, bienvenue dans les magasins du futur. Et pour en parler, j'accueille Christophe Prader. Bonjour. Bonjour. Le président de BETC Design, heureux de vous accueillir. Et puis avec nous au téléphone, Clémence Senlis, qui est directrice du projet Hope. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien. Bon, bonjour. merci d'être là, vous aussi. Alors, question traditionnelle dans cette émission, si on se projette en 2040, si je pousse la porte d'un magasin, Christophe Prader, qu'est-ce qui pourrait me surprendre ? Je sais que ce n'est pas forcément facile de répondre à cette question. Alors en fait, à la question du magasin du futur, je pense qu'il faut d'abord se poser la question de l'usage. Et en fin de compte, c'est en imaginant de nouveaux usages qu'on pourra imaginer ou qu'on pourrait imaginer le magasin du futur. Et en fait, ce sont les nouveaux usages qui définiront la réalité physique de ces points de vente. Et on peut dire que, bien évidemment, et là on n'apprend rien à personne, c'est que le digital sera le principal facteur de transformation. Et il l'a été encore récemment par rapport aux événements sanitaires auxquels on a été confrontés. Et on s'est rendu compte qu'il y a deux facteurs de modification des usages qui vont être celui de la distanciation. C'est-à-dire que l'on assume d'acheter un produit ou une marque que l'on ne connaît pas physiquement, ce qui est assez nouveau, puisqu'habituellement, on achète en évaluant physiquement, sensoriellement, un produit ou une marque. Et la deuxième chose, c'est l'idée qu'en fin de compte, puisque l'accès au marché est dématérialisé, il n'y a plus besoin d'avoir un gros cash flow, un gros fonds de roulement pour produire suffisamment de produits et équiper suffisamment de magasins pour être présent. Et on a droit à être distribué sur la promesse d'un produit qui n'est pas encore fabriqué. Et donc ça, c'est la porte ouverte à un autre facteur qui est corrélé à ça, qui est la customisation de masse, puisqu'on ne produit pas les produits avant de les vendre, on peut les concevoir ou les différencier au moment de les envoyer. Et donc en fin de compte, c'est que ça permettra sûrement de développer la customisation de masse, qui n'est pas qu'une customisation stylistique, mais même presque morphologique. Adidas a commencé à générer en magasin des semelles de chaussures qui sont dessinées et formées en fonction de votre voûte plantaire scannée dans l'instant où vous achetez le produit. Est-ce que ça permet aussi de renforcer, vous travaillez beaucoup sur la culture des marques? Tout à fait. Est-ce que ces outils, ça permet de renforcer la culture des marques finalement? Alors c'est une question très intéressante, puisqu'effectivement, dans la mesure où il y a plus de dimensions tangibles, quand on a une vision d'une marque, on peut avoir une vision quasiment anthropologique de la marque, c'est-à-dire de s'attacher à ces systèmes de croyances. Pourquoi quelqu'un croit en une marque, au-delà du rationnel, de comprendre pourquoi il achète un produit. Et en fait, aujourd'hui, le fait de digitaliser les marques, ça oblige, donc les relations que les consommateurs entretiennent avec les marques, ça oblige effectivement à porter le discours imaginaire de manière immatérielle. Et donc, à travers un discours, mais aussi à travers une imagerie, donc de la vidéo, de la démonstration, de l'expérience et du passage d'expérience. Du contenu éditorial presque. Exactement, tout à fait. Et d'où le rôle que prennent ce qu'on appelle les KOL, les Key Opinion Leaders, qui font une partie du chemin par leur seule présence, puisqu'en fin de compte, si telle personne endosse telle marque, il lui apporte sa légitimité. Voilà. Alors, on va revenir un peu dans le magasin physique avec vous, Clémence Senlis. Et donc, ce projet Hope que vous avez lancé avec le cabinet Accenture, de quoi il s'agit ? Alors, le projet Hope, c'est un collectif de designers, en fait,
on est 9 et en fait on est un sorte d'agence tout risque en fait. On a des designers identitaires, des designers de retail de très bon niveau qui ont travaillé de grandes agences dont celle de Christophe, des gens donc, qui ont la maîtrise d'outils assez bonne maîtrise d'outils, mais qui travaillent autour de fait d'une colonne vertébrale de connaissances de l'offre et du marketing très forte en fait. Et ce qui fait que notre travail, et c'est pour ça qu'on le fait en accord avec Accenture, on travaille avec les ingénieurs et avec les experts financiers d'Accenture, au-delà de leurs connaissances technologiques. Il y a chez Accenture une dimension de conseil qui est hyper forte. Et en fait, nous, on est ceux qui mettent en musique l'histoire et qui la font redescendre au niveau des produits, des gammes, des référencements de produits, de toute l'expérience point de vente. Voilà, parce qu'en fait, souvent la difficulté, c'est qu'on a beaucoup d'idées, on se projette beaucoup dans le futur. Enfin, je sais, vous avez beaucoup participé à des brainstorming comme beaucoup en agence, et on a plein d'idées, mais le truc c'est souvent qu'on n'arrive pas à faire en fait les courroies de connexion avec le modèle marchand du monde d'aujourd'hui. Et on ne sait pas le faire. Et en fait, parce que les équipes elles, ont été silotées d'une certaine manière en interne dans les entreprises, parce que on imagine toujours les choses on top, en POC ou des choses comme ça. Et puis parce que souvent on oublie la dimension simplement comment on gagne sa vie. Dans un espace de vente, il y a une question de mètres carrés. En fait, il y a une question de savoir comment on rentabilise des mètres carrés. Il y a toute une culture, une croyance interne de la distribution des magasins qui existe aujourd'hui et qu'il faut faire évoluer pour pouvoir finalement intégrer les nouveaux usages dont parle Christophe et faire que ce soit eux qui construisent et qui deviennent le centre. Mais alors, souvent, c'est des loisirs en fait. On se dit on va faire une zone de détente au milieu du magasin. Clémence, Okay, Clémence je vous interromps, je ne sais pas, avec la liaison c'est toujours compliqué par téléphone, mais pardon de vous couper la parole, mais on a vu au début de votre intervention, et je voudrais bien que vous puissiez décrire un peu ce que c'est ce projet d'open market. Qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement nouveau et en quoi ça nous projette dans ce que peut être un supermarché de demain? En fait, l'open market, c'est pas une... En fait, le supermarché d'hier, il a été construit parce qu'on avait une volonté dans les 30 Glorieuses de distribuer énormément de produits. On avait une problématique physique qui était comment est-ce qu'on met à disposition des tonnes et des tonnes de stock, parce que ce à quoi les gens aspiraient pour vivre mieux, c'était beaucoup plus de stock, beaucoup plus de production, etc. L'open market, en fait, c'est la traduction d'un lieu qui est un lieu ouvert à tous ces nouveaux flots et flux de mouvements, de gens, d'offres, de services. En fait, c'est la traduction physique de tout ce qu'on a appris grâce notamment au e-commerce, qu'on appelle les marketplaces sur Internet, où vous allez avoir un endroit où les offres vont être adaptées, parce que c'est vous qui êtes le centre en tant que consommateur, à la zone locale parfaitement. Donc, c'est des endroits qui sont complètement modulables, faits physiquement en fait, dans leur mobilier, dans la façon dont ils sont structurés. Souvent, d'ailleurs, on automatise tout ce qui est stockage pour pouvoir faire qu'on optimise l'utilisation de l'espace, pour en faire un espace qui est complètement libéré spatialement et qui va nous permettre justement d'être ouvert à toutes ces nouvelles expériences. Donc il est ouvert spatialement, il permet de s'adapter localement, il a une logique d'open price. C'est-à-dire que concrètement, comme sur Internet, comme dans une place marchande, vous allez pouvoir y venir présenter des nouveaux des produits en vente directe. Vous allez pouvoir avoir des avantages prix qui vont être calculés par rapport à l'endroit où vous vous retrouvez. Par exemple, je sais pas, vous allez avoir Pepsi qui a envie d'écouler un stock à un moment donné. Elle va sentir par la data que ce produit est un peu en surstock dans un magasin et elle va pouvoir personnaliser et adapter sa promotion pile à ce moment-là dans ce magasin. Donc en fait, c'est un endroit qui est pensé spatialement pour le monde d'aujourd'hui en fait. Pour le commerce avec trois espaces distincts, la promenade, les ailes et le dark store. En fait, ce qui change fondamentalement, c'est que les produits sont plus massivement présentés aux consommateurs tels que c'est aujourd'hui dans un supermarché. Christophe Prader, la porte, c'est déjà vrai aujourd'hui, mais la porte d'entrée d'un magasin ou d'un supermarché, là on en parlait, ce sera l'application en fait, ce sera le téléphone ou la tablette et l'application liée à la marque du magasin dans lequel on va se rendre. Tout à fait. Je pense que ce que disait Clémence à l'égard de cette notion d'ouverture est très intéressant. Oui. Et justement, en fin de compte, ça sous-tend une notion pas forcément consciente pour tous, c'est que le magasin était un lieu de destination. Même si vous alliez dans un mall sans savoir dans quel magasin vous alliez vous rendre, vous partiez faire vos courses. Or, aujourd'hui, le magasin n'est plus un lieu de destination, c'est un point d'étape.
Et cette étape, elle va être fluctuante en fonction de l'interaction que vous allez avoir avec le distributeur ou avec la marque que vous voulez acheter et son mode de distribution. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que aussi évoquait Clémence dans son concept, on voyait le mot apparaître, c'est qu'en fin de compte, les lieux de distribution, de retail, c'est des lieux de distribution. Distribution, étymologiquement, c'est donner. Et en fin de compte, on va passer d'une logique de donner à une logique de recevoir. Mais en fin de compte, avant, un magasin donnait des produits, demain, un magasin va recevoir des clients. Et va donc recevoir une expérience. Et mais donc, il y aura moins de produits exposés. Par nécessité, il n'y aura plus la nécessité. C'est pas nécessaire. Il n'y aura plus besoin d'avoir une disponibilité d'un stock par rapport à des couleurs ou des tailles, par exemple, si je prends la mode, nécessaire, puisqu'en fin de compte, vous pourrez très bien essayer des choses et les préparer à l'avance, ou les faire préparer, ou les recevoir dans l'instant après votre visite du magasin. Et donc, si je vous entends bien, je reviens à cette idée, finalement, le parcours du client, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça le sera de plus en plus, il commence devant son ordinateur, il commence sur son téléphone, et le magasin, c'est simplement une étape dans ce parcours, c'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'avant, on avait, quand on faisait des schémas de parcours distribution, de parcours de consommateur, il y avait d'un côté la maison, de l'autre côté, il y avait le magasin. Il y avait une flèche qui partait de la maison qui allait au magasin, et une qui partait du magasin et qui revenait à la maison. Demain, en fin de compte, cette chaîne de valeur qui était extrêmement simple, où on allait au magasin et on rentrait chez soi, va être totalement éclatée. Effectivement, on va avoir des modes d'interaction, des incitations à acheter ou des facilités à acheter qui vont être totalement décorrélées de la réalité physique de là où sont posés les produits. Mais l'expérience, parce que c'est aussi expérientiel un magasin, elle intervient quand ? Elle intervient où ? L'expérience dans le magasin, elle intervient déjà avant, puisque déjà avant, vous pouvez préparer votre parcours en décidant de ce que vous allez faire dans le magasin, soit demander à vous qu'on vous présente des produits, soit les précommander et aller les chercher. Donc, enfin, tout ce qui va se passer en termes d'expérience se passera bien évidemment dans le magasin, mais va commencer dans le digital et se continuera dans le digital. Mais est-ce que Clémence Senlis, et je crois que c'est le cas dans ce projet d'Open Market, le lieu justement de l'expérience, comme on a dégagé de la place dans ce supermarché de demain en mettant les produits finalement dans un dark store, on laisse des espaces pour justement que les consommateurs testent, vivent des expériences ? Oui, complètement. Après, oui, une chose que je voudrais préciser, c'est que oui, c'est tout à fait vrai, c'est pour vivre des expériences, mais souvent quand on parle de l'application, parce qu'on prend beaucoup de temps pour expliquer les usages, tout ce qu'on va pouvoir faire sur le chemin du magasin, et on n'arrête pas de répéter que le magasin est effectivement un lieu d'étape, mais ça reste, il va être traversé par l'application, mais il est néanmoins un lieu d'ancrage. Ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, l'humain a besoin de se rassembler dans sa communauté en grande proximité. Et pour nous, en tout cas, demain, le magasin, c'est le magasin du réel. C'est le magasin d'à côté de chez moi. C'est le magasin qui redevient le lieu de commerce, c'est-à-dire un lieu où on vient échanger des choses et pas seulement prendre des produits. Et en ça, il y avait besoin dans l'open market, et c'est ce qu'on a fait, de sortir les produits vers le dark store. On les a sortis, mais néanmoins, on les a remplacés par ce qu'on a appelé les ailes, qui est en fait un espace qui permet de continuer à acheter comme hier, avec les moyens de demain. Parce que il ne faut pas se dire non, mais ça n'intéresse pas les gens, acheter des produits de grande consommation, les produits du placard, c'est pas intéressant, donc on les sort et on va faire un lieu de super expérience avec que du live streaming, c'est des choses qu'on a imaginées dans l'open market, avec des invités dans les différents marchés, etc. On va faire tout ça, effectivement, on va rendre tout ça hyper chouette et plus ou moins expérientiel d'ailleurs selon l'enseigne, parce que ce sera à chaque enseigne de faire un magasin qui est à son image et qui correspond à son positionnement. En revanche, on a quand même respecté l'achat de base, la dimension primaire et la destination primaire. Parce que quelque part, aller dans un lieu, et quelque part on parle souvent d'utopie, mais en fait une utopie c'est un autre lieu. Et moi je pense que demain, le commerce, ça restera un lieu de destination. Là, je me contredis un petit peu, Christophe, mais un lieu de destination dont la destination n'est pas de venir chercher un produit, mais de venir trouver un ancrage, une communauté, regrouper, retrouver ses pairs et penser que l'offre qui va être à l'intérieur de là, et là je vous retrouve Christophe, elle est là pour nous accueillir et nous répondre à nous en tant que clients. Donc oui, il y a beaucoup d'expérience dans ce point de vente, mais c'est pas fait pour surstimuler comme on le faisait il y a quelques années. C'est plus que, en fait, on va épanouir chacune des idées que le distributeur a pu avoir, quoi. Il a voulu faire un supermarché, un vrai marché où on peut servir, et ben on a enlevé les caisses, comme ça le personnel, il peut s'occuper des clients, et il peut leur répondre, leur amener des produits. On est sur place, en local, achetons groupés autour du marché, et arrêtons de centraliser au niveau de l'enseigne. On centralise au niveau du magasin. Clémence Senlis, il y a un bon exemple. J'avais reçu les représentants de Monoprix il y a quelques semaines dans une autre émission sur Bismart, avec notamment ce magasin de Montparnasse qui est
est un peu un magasin. C'est nous qui l'avons. Mais c'est un peu pour ça que je viens vous poser la question, qui est un peu pilote, parce que ce qui est intéressant, moi ce que j'avais retenu, c'est que justement c'est un lieu de communauté, d'ancrage local, d'ouverture même sur les associations du quartier. Il y a cette idée-là ? Oui, complètement. Alors, c'est dans le sens de ce que je reprends les mots de Jean-Paul Mochet. C'est un magasin qui est mitoyen, et moi je crois beaucoup à ça pour le commerce de demain. Mais donc il accueille effectivement les associations du quartier, les services, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est lié au commerce complètement. C'est intimement lié au commerce. C'est-à-dire que c'est pas un endroit où on met une place publique, c'est le nom de la place de Montparnasse, pour faire simplement des démonstrations, des partages de telle association qui vous raconte ce qu'elle fait et qui essaye de vous engager à l'intérieur. C'est pas ça. C'est une manière plutôt de se dire, les marques demain, elles sont engagées dans les territoires, dans les communautés. Elles ont envie d'échanger avec des clients. Les clients eux-mêmes, ils sont citoyens dans ce qu'ils achètent. Donc en fait, ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc on a fait un point de vente dont le centre est effectivement une place publique où chacun peut venir raconter ce qu'il a à dire sur son produit, dont les associations qui sont elles-mêmes partenaires avec des marques, parce que c'est des associations toujours qui sont dans ce sens, qui sont liées aux marques. Donc tout le monde peut le raconter pour créer de la valeur en fait. Pour que le client il sache ce qu'il y a derrière, et pas simplement sur une étiquette ou sur un petit bout de packaging où il peut rien avoir comme info en fait. Et le marque elle-même, elle peut raconter toute son histoire. Elle peut dire voilà. Et cette place publique, elle est censée se dématérialiser, devenir une radio que je peux suivre sur mon téléphone. Et là, hop, on est ressorti de nouveau du magasin. Ok. Donc, alors je reviens, je reprends la main pour quelques secondes. Christophe Prader, est-ce que on peut imaginer aujourd'hui, on a un peu le sentiment que les magasins ils sont interchangeables, quelles que soient les marques. Vous allez peut-être me dire c'est pas vrai, mais c'est malgré tout mon sentiment de consommateur. Est-ce qu'on peut imaginer avoir des lieux qui seront très différents les uns des autres, justement, en fonction de la marque ou de la culture de la marque, telle que vous l'évoquiez tout à l'heure? Alors, sans vouloir être trop cuidant, je pense que les magasins sont extrêmement différents les uns des autres sur deux critères. Il y a des magasins qui sont différents pour des raisons fonctionnelles. Vous avez ce qu'on appelle des concept stores, vous avez ce qu'on appelle des hypermarchés, des magasins de marque, des brand stores ou des pop-up stores, des magasins événementiels. Donc déjà, la catégorie magasin recouvre plusieurs réalités opérationnelles. Et après, alors pour le coup, c'est le travail que je suis censé faire, en tout cas, c'est qu'on vient travailler sur justement une expérience sur ces lieux qui soit appropriable par une marque. Et donc, ils viennent se différencier. Mais c'est vrai que plus on se rapproche d'achat contingent, donc d'achat fonctionnel, plus évidemment, on est obligé de garantir la fonctionnalité avant celle de l'identité, puisqu'en fin de compte, les gens vont avoir un achat répétitif et ils ne peuvent pas se permettre d'être ennuyés à chaque fois par des complexités ou des particularismes auxquels ils ne seraient pas préparés. Donc, c'est vrai que plus on est dans l'achat de masse et dans l'achat contingent, fonctionnel, moins la personnalité existe. Néanmoins, vous feriez de la peine aux grandes enseignes de distribution, que ce soit Monoprix, Carrefour, Auchan ou même Leclerc, de leur dire que ce qu'on appelle le trad, par exemple, c'est-à-dire les métiers de bouche, ou les fruits et légumes, les produits frais, sont mis en scène de la même manière. Il y a des différences sur la métastralisation des produits, sur l'éclairage des produits, même sur l'animation de ces rayons. Donc en fin de compte, il y a quand même des différences qui sont perceptibles. Et parfois, elles ont l'humilité d'être à peine consciente ou d'entrer à peine dans votre conscience, de sorte qu'en fin de compte, vous soyez le plus libre possible de trouver votre propre place dans ce magasin et de ne pas s'imposer à vous comme des cathédrales de marque. Ouais. Est-ce que vous intégrez la notion de réalité virtuelle, par exemple? Est-ce qu'elle prend de la place de plus en plus dans les projets de création de magasins ou d'univers de marque que vous accompagnez? Alors, moi, humblement, je dirais non. Non. Parce que je repense à l'expérientiel dont on évoquait tout à l'heure. Moi, je pense que c'est plutôt le AI plutôt que l'IR. Ouais. Donc, c'est plutôt l'intelligence artificielle et la big data qui est derrière, qui va apporter de nouvelles choses intéressantes, en temps réel d'ailleurs, parce qu'on peut analyser des systèmes d'achat sur un réseau et faire en sorte que, par comparaison, on peut respécifier l'offre d'un magasin en fonction de ses différences par rapport à d'autres points de vente équivalents, que la réalité virtuelle. On a eu une grosse excitation sur la réalité. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la réalité virtuelle nous permet en conception, donc avant la production d'un magasin ou d'un concept de magasin, nous permet de valider des perceptions fonctionnelles et intuitives, émotionnelles, ensemble. On crée le jumeau numérique du magasin. Exactement. Et on peut simuler des parcours d'achat ou des situations d'achat qui nous permettent de théâtraliser. Il y a des marques, d'ailleurs même des marques de grande consommation, qui créent, comme Procter par exemple, qui créent des magasins virtuels dans leurs sièges sociaux, justement, où ils jouent avec la réalité virtuelle pour voir comment des évolutions sur leur packaging prennent sens dans un linéaire avec une... Alors restez avec nous, on va maintenant découvrir ce que Nike est en train d'inventer comme nouvelle expérience en magasin. C'est la chronique Horizon 2040.
Horizon 2040 avec Olivia Hierret-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous nous parlez aujourd'hui de ce magasin connecté ouvert par Nike dans la ville de Guangzhou. C'est en Chine. Depuis quelques mois, il propose donc à ses clients un parcours de shopping personnalisé. Oui Thomas, c'est une expérience à la fois physique et digitale que l'on peut vivre quand on rentre dans ce magasin de 3 étages et 22 000 mètres carrés de superficie, à condition d'être un utilisateur local de l'application Nike. En effet, la boutique est connectée à l'appli qui utilise vos données de navigation comme vos précédents achats, votre sport favori, votre équipe locale préférée pour vous recommander en direct des rayons à visiter, mais aussi pour vous envoyer des notifications sur le prochain match de basket. Bienvenue au Nike Rise. Ici, pas besoin de vendeur pour vous renseigner. Vous obtenez des informations sur un article en le scannant directement à partir de votre smartphone. Vous pouvez même vérifier combien il en reste en stock. Est-ce qu'il y a besoin quand même d'essayer ces baskets sur place? Pas la peine Thomas, il suffit de scanner ses pieds en quelques secondes. Pas moins de 13 données cartographiant leur morphologie exacte sont récoltées et ces informations vont être stockées sur votre profil en ligne pour être utilisées lors de vos futurs achats. D'ailleurs, tout ce que vous achetez dans ce magasin est enregistré. Les stocks du magasin sont renouvelés 2 fois par semaine en fonction des produits les mieux vendus. Et alors c'est un projet, un concept d'ailleurs qui va au-delà de cet aspect numérique, digital. Alors on en parlait à l'instant dans le débat, il va répondre aussi à un besoin de lien communautaire qui a été accentué par le confinement. Oui Thomas, et c'est pour ça qu'après une séance shopping, les membres pourront prochainement participer à des séances de sport collectif en magasin, animés par un athlète de la ville et partenaire de Nike. Ils auront également accès à des événements tels que des matchs de basket et de foot chaque semaine. Et selon Nike, c'est une opportunité pour ses membres de se connecter les uns aux autres par la puissance du sport. Mais ce concept est surtout destiné à augmenter la fréquence de visite en magasin, promouvoir la culture digitale de la marque et bien sûr booster les ventes. Christophe Prader, pour conclure, il nous reste un peu plus d'1 minute 30. Moi, ce que je retiens, merci Olivia de cette chronique, c'est quand même, c'est un risque qui va au-delà de l'expérience en magasin, c'est qu'on soit un peu enfermé dans la bulle de ses habitudes. Parce qu'on est tellement scanné, on est tellement suivi, on est tellement identifié par les marques qu'elles nous proposent ce que l'on a l'habitude de consommer et d'aimer. Oui, c'est le problème de l'Internet. C'est le problème global, c'est ce que je disais. Effectivement, tout à fait. Puisqu'en fin de compte, il y a quelques années de ça, le patron du commerce, de l'e-commerce de Patagonia s'émeuvait de la disparition de ce qu'on appelle la sérendipité. En fin de compte, sur Internet. Qui était, le hasard prolifique, le hasard qui vous fait avancer. Et qui est une très belle histoire. Ouais. Et donc, cette idée de la sérendipité que l'on retrouve encore dans le milieu urbain, puisqu'en fin de compte, on continue à se promener, à rencontrer des gens ou découvrir des choses qui sont encore assez incertaines. C'est vrai qu'on le perd dès que le digital arrive, puisque le phénomène du cookie vous cartographie de la tête aux pieds sur vos habitudes et vos achats. Et c'est vrai qu'on perd beaucoup de cette dimension-là, mais on garantit une hyper-fonctionnalité plus forte. Donc je pense qu'effectivement, le jeu a une limite. Et je pense que, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui sortent des réseaux sociaux, parce qu'en fin de compte, ils ne veulent plus être cartographiés. Des gens qui refuseront d'avoir le pied scanné, puisqu'en fin de compte, ils préféreront ici leurs chaussures. Et donc je pense que ça va générer des comportements alternatifs. Ouais. Et je suis pas très Et à l'inverse, des gens qui seront 100% d'accord pour partager leurs données parce qu'ils auront en retour la promesse d'une expérience client plus forte. Tout à fait. Et puis même, je dirais même humainement, de contribuer à une évolution même de progrès, d'un progrès social, puisqu'en fin de compte, grâce aux données de beaucoup de gens, et on peut l'imaginer si on le projette dans la médecine, on peut aussi résoudre des problèmes. Si on est généreux en donnant ces données par rapport à ces tests Covid, on peut aussi permettre de faire un vaccin plus rapidement. Donc en fin de compte, il y a toujours de l'ambivalence dans tout. Mais je pense qu'il y aura de manière assez intéressante des réfractaires et des communautés réfractaires qui obligeront les marques à avoir des scénarios alternatifs et avec un peu d'altérité. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci Christophe, c'était passionnant de vous avoir sur ce plateau. Merci Clémence Senlis, on vous souhaite une belle journée. Demain, voilà, on parle nouvelle mobilité tout de suite, c'est Smart Move. Smart Move avec Guillaume Gibon, le cofondateur de Sytio. Bienvenue, bonjour. C'est quoi Sytio ? Sytio, c'est un agrégateur de données de mobilité. On s'est créé il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant avec le groupe RATP et sa filiale RATP Dev. On travaille avec les autorités organisatrices de mobilité, les opérateurs de transport au sens large, pour collecter, fiabiliser et valoriser toutes les données de mobilité dont ils disposent.
Donc vos clients, ce sont les villes et leurs opérateurs de transport, c'est Oui, ça? alors on s'adresse principalement aux villes, Ouais. donc, ce qu'on appelle les autorités organisatrices de mobilité, c'est le nouveau terme un petit peu sacralisé par la loi L'Homme, et qui ensuite diffusent nos outils auprès de leurs opérateurs, que ce soit les opérateurs de transport public ou de nouvelles mobilités. Alors, si on fait un avant-après, sans utiliser les solutions Citio, elles font quoi les villes? De leur donner pas grand-chose? Exactement, pas grand-chose. Alors, c'est pas forcément par manque de volonté, hein, c'est plutôt par manque de staff, manque de compétences aussi. La data, c'est un sujet dont on entend parler depuis plusieurs années maintenant. Ça a été longtemps un buzzword, maintenant c'est vraiment quelque chose de très concret. Et je pense que Citio est aujourd'hui dans le secteur de la mobilité, en tout cas, un des premiers cas d'usage qui vient lancer et concrétiser justement cette approche et les stratégies de data de ces organisations-là. Alors, ça change quoi, le fait d'utiliser Citio quand on est une grande ville ou une ville moyenne? Disons qu'il y a de très nombreuses sources de données qui sont très hétérogènes les unes avec les autres, qui proviennent de systèmes plus ou moins récents. Donc je pense que le premier enjeu, c'est de désiloter un petit peu tout ça. On est un petit peu une plateforme all-in-one, j'ai envie de dire, et on vient plugger toutes les sources de données dans un environnement unique. Ensuite, on le fait avec, on va dire, une volonté d'être le plus ergonomique et le plus utile possible aussi, de telle manière à pouvoir diffuser le plus largement possible l'information. La data, ça ne doit pas seulement être réservé à un corpus d'experts, mais ça doit vraiment pouvoir être utilisé par tout le monde au quotidien. Et donc, qu'est-ce que ça permet? D'améliorer l'expérience du client, par exemple? Oui, alors je veux dire n'importe quoi, mais mieux remplir les bus Exactement, il y a plein d'enjeux. Alors, il y a un premier enjeu qui est très opérationnel, on va dire, qui est de délivrer le meilleur service possible. Si son véhicule, si son bus, par exemple, est régulièrement en retard, on sait que l'usager va plutôt se tourner vers la voiture individuelle, ce qui n'est jamais très très bon, surtout dans le contexte actuel. Ensuite, il y a un enjeu de coordination des différents modes de transport. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, on parlait uniquement de transport public, qui est vraiment la colonne vertébrale de la mobilité pour les voyageurs. Il y a plein de nouvelles mobilités qui se créent, et donc c'est très important d'avoir l'information pour pouvoir coordonner tout ça. Donc ça veut dire que l'opérateur de transport public, il va intégrer à son offre, ou en tout cas à sa réflexion, le fait qu'il puisse y avoir une trottinette louée à un opérateur privé avant et un vélo électrique après, quoi. Exactement. Alors l'opérateur et l'autorité organisatrice ensemble vont effectivement intégrer ça à leur réflexion de plus en plus, et pour ce faire, elles ont besoin d'outils qui leur permettent d'avoir de l'info dynamique, fiable et surtout exploitable le plus rapidement possible. Quel rôle joue l'intelligence artificielle dans l'outil Citio? Alors, il y a plusieurs leviers. Il y a un levier d'intelligence artificielle pour la fiabilisation de la donnée. Donc, on va détecter des phénomènes et on va permettre finalement de tirer un peu la quintessence de l'information et de ne pas être pollué par un certain nombre de biais autour de la donnée qui est plus ou moins propre, disons. L'intelligence artificielle va ensuite permettre de détecter des évolutions de comportement et des évolutions d'usage et de pouvoir prédire un certain nombre d'éléments, comment les gens vont utiliser les réseaux de transport ou les réseaux de mobilité demain, ou d'essayer de prédire un certain nombre d'aléas qui pourraient venir polluer ou perturber le déplacement des voyageurs. Est-ce que dans ce secteur des transports publics, il y a encore des interlocuteurs qui parlent d'usagers, qui sont un peu, un peu à l'ancienne et qui vous voient arriver d'un drôle d'air? Alors, il y en a encore qui parlent d'usagers. Par contre, personne ne nous voit arriver d'un drôle d'air. Je pense que l'objectif... Tout le monde est convaincu que... Tout le monde est convaincu. Il ne se reste plus qu'à mettre le pied à l'étrier et on bénéficie d'un momentum assez positif pour ça et on a un développement assez rapide. Par contre, le terme d'usager n'existe plus trop. On parle vraiment de clients. Et je pense que ça change complètement le paradigme en termes de qualité de service et de complémentarité des offres qui existent en fait sur un territoire. Aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de villes en France? Aujourd'hui, on est présent auprès d'une trentaine de clients en France, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. D'accord. Voilà. Et vos perspectives de croissance, si on se projette un peu dans l'avenir? Oui, alors on commence à regarder les marchés européens à très court terme. On va s'y implanter, j'espère, d'ici la fin de l'année ou au moins en 2022. L'Allemagne, les pays nordiques, la Grande-Bretagne et l'Espagne sont les marchés principaux qui vont nous intéresser. On verra ensuite s'il est temps de se développer un peu plus largement en Amérique du Nord ou en Asie. Et voilà. Et notamment pour accompagner ce développement, j'en profite, on lance une levée de fonds à partir du mois prochain justement qui vise à compléter notre tour de table et à nous permettre d'accélérer et de renforcer nos positions qui sont déjà des belles positions de leader aujourd'hui en France. Et ben voilà, Bismart, c'est un bon endroit pour annoncer Exactement. Une prochaine levée de fonds. Merci beaucoup, merci Guillaume. Merci Dibon. Thomas. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui m'a aidé à la préparer comme toutes les quotidiennes Smart Impact de la semaine. Merci à toutes les équipes de Bismart, évidemment, ici en régie et à la rédaction et dans tous les services. C'est toujours un bonheur de bosser avec vous. On se retrouve le week-end prochain pour Smart Future et dès lundi pour Smart Impact. Salut à toutes et à tous.
Ce programme vous a été présenté par SEAT.